Voici donc l'histoire d'Alexis de Louveciennes, réalisation Boris Pachynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Vous avez vu l'assassin? Ah oui. C'était un homme tout en noir. Vous avez vu les meurtriers? Ah ça pour sûr. Ils étaient tout en noir. Vous pourriez nous décrire les tueurs? Bah, pas vraiment. Ils étaient tout en noir. Dans les affaires de crime, c'est une rengaine. La rengaine des hommes en noir. Je n'ai pas vu l'assassin, je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas pouvoir vous aider. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était des hommes tout en noir. Autrement dit, méconnaissables. Si je peux vous donner un conseil d'expert, méfiez-vous de ceux qui voient des hommes en noir derrière un fusil ou un pistolet. Souvent, ce sont des menteurs. Et souvent, ce sont eux, les assassins. Ça se passe à Louveciennes, dans les Yvelines, pas très loin de Paris. Jolie ville, assez cossue, au milieu de la forêt. Une nuit de février 1995, vers 3 heures du matin, le commissariat voisin de Marly-le-Roi reçoit un appel de détresse. À l'autre bout du fil, un jeune homme paniqué. « Venez vite, ils ont tué tout le monde chez moi !» Ni une ni deux, les policiers foncent sur place. La maison est au bout d'une impasse. Pas de lumière allumée. Ils s'approchent, ils balayent la façade de leur lampe torche. Il y a des trous dans les vitres. Ils s'approchent encore, ils éclairent l'intérieur. Nom de Dieu, il y a des cadavres sur le sol. Et le gamin qui les a appelés, il est là, sur le perron. Il s'appelle Alexis Polevoy. C'est un adolescent, à peine sorti de l'enfance. Les policiers lui demandent de ne pas bouger, et ils entrent seuls dans la villa, toujours à la lumière de leur lampe torche. La scène est effroyable. Le couloir n'est qu'une mare de sang. Et au milieu, un premier corps, un homme, qui a reçu une balle en pleine tête, à moitié nu. Et un peu plus loin, au rez-de-chaussée, 3 autres corps. Une femme âgée, une autre plus jeune, et un homme. Tous les 3 visiblement abattus d'une balle en pleine tête. Ils montent à l'étage. Et dans une chambre, un 5e cadavre. Un homme âgé, qui a reçu une balle dans la poitrine. C'est un carnage. Et là, il pousse une dernière porte. Et c'est à peine croyable. Dans un petit lit, il y a un pépé. Une petite fille, vivante. C'est la petite sœur du jeune Alexis qui attend toujours en bas. Là-dessus, les renforts arrivent. Ils allument les lumières. Et derrière le canapé, ils découvrent un 6e corps. Une femme. Et là, les policiers se tournent vers le gamin. Qui sont ces gens? Le premier cadavre dans le couloir, c'est mon père, Yevgeny. Là, c'est sa femme, en fait, c'est ma belle-mère. Il s'appelle Ludmila. Il a passé la mère de Ludmila. Et là-haut, c'est son père. Les 2 autres sont des amis de ses parents. Tous sont de nationalité russe. Le jeune Alexis dit qu'il a découvert le carnage en rentrant de boîte de nuit. Et là, les policiers se mettent à fouiller la scène de crime du regard. Et par terre, devant la porte derrière laquelle on a trouvé le cadavre du grand-père, ils trouvent une attache de montre. Vous savez, ces petites barres qui servent à accrocher le bracelet. Ils font le tour des corps qui sont toujours là, chacun dans leur mare de sang. Tous ont leur montre au poignet, intacte. Et là, ils se tournent vers le gamin, Alexis. Dis, pardonne-moi. T'as l'heure, s'il te plaît? Et là, le jeune Alexis regarde spontanément son poignet, puis il semble se souvenir que sa montre est dans sa poche. Il la sort,
Le bracelet pend. Il manque une attache. Et dans la tête des flics, ça ouvre tout de suite une hypothèse stupéfiante. Et si c'était lui, le meurtrier? Cet ado qui semble avoir encore du lait qui lui coule au bout du nez. En un quart de seconde, le jeune Alexis Polivoy devient le suspect numéro 1 de ce massacre hallucinant. Le gamin est emmené à la brigade criminelle de Versailles et placé en garde à vue. Il se déballonne tout de suite. C'est moi qui les ai tués. Tous. Mon père, ma belle-mère, ses parents et leurs amis. D'accord. Et pourquoi les a-t-il tués? Je supportais plus mon père. Il passait son temps à m'humilier. J'ai hésité toute la soirée. Et puis tout s'est brouillé dans ma tête. J'ai visé mon père. Et j'ai tiré. Mais il n'était pas mort. Il était que blessé. Il a voulu s'enfuir. Alors je l'ai achevé. Et après je les ai tués tous. D'abord ma belle-mère et ses 2 amis. À ce moment-là, ses parents se sont enfuis à l'étage. Ils se sont enfermés. J'ai défoncé la porte. Je les ai tués aussi, tous les 2. Et puis à la fin, au cas où, j'ai pris un pistolet avec un silencieux. Et je suis allé leur tirer une dernière balle dans la tête. À tous. Voilà. Putain d'aveu dans la bouche d'un gamin de 16 ans. Et c'est pas fini. La suite est tout aussi hallucinante. Après, j'ai pris l'argent qu'il y avait dans le poche de mon père. 3000 francs. J'ai pris la voiture de ma belle-mère. Et je suis allé à Paris. Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris? J'ai commencé par me saouler le gueule dans les bars. Et après, je me suis fait une pute. Une fille qui, dit-il, il aurait rencontré au Baron, un bar de nuit du quartier des Champs-Élysées. Il s'est donc offert un peu de plaisir pour se remettre du massacre. Et ensuite, il est rentré chez lui et il a appelé la police. Quelle histoire de fou! Bon ben écoutez, par ici la prison, jeune homme. Reste à résoudre la question du pourquoi. A priori, tout part du père. À la base, c'est le père qu'il veut tuer. Bon, voilà ce que j'ai pu collecter comme information. Les parents du gamin ont divorcé quand il avait 7 ans. Le père a quitté l'Union soviétique pour la France, avec sa nouvelle compagne qui s'appelait Ludmila et qui est parmi les victimes. Et puis Alexis est resté à Moscou avec sa mère. A priori, il est resté pendant 6 ans. Il n'a eu aucun contact avec le père pendant tout ce temps. Et puis donc le père réapparaît quand il a 13 ans. Il commence par le faire venir en vacances en France. Et après, il lui propose de rester vivre avec lui. Et le gamin accepte. Et ça, c'était quand? C'était il y a pile 3 ans. Et l'intégration en France? Comment ça se passe? C'est bien, d'après ce qu'on m'a dit. Y compris d'ailleurs sur le plan scolaire. Il est en pension dans un collège privé assez chicos. Cette année, il est quand même en première S. Bon, un gamin qui vient d'arriver en France... reconnaît que c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal du tout. Mais, jusque-là, ça n'éclaire pas la tuerie. La suite de son CV, en revanche, livre quelques éléments intéressants. Et donc, ça a commencé à merder à la rentrée dernière, quoi. Le gamin voulait plus être pensionnaire, il a tanné son père pour qu'il lui loue un studio, juste en face du lycée, ce que le père a accepté, et tu sais combien il lui donne d'argent de poche depuis la rentrée? 10 000 balles 10 000 balles. Tu veux dire par mois? Oui, par mois. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent de 2400 € d'aujourd'hui. À 16 ans. La suite coule de source. Et pourtant, c'est pas Ken, Alexis. C'est plutôt le genre rondouillard grassouillé. Mais avec un tel portefeuille, il emballe une fille de 23 ans. Yana, 7 ans donc de plus que lui.
Son papa est chef d'escale à la compagnie russe Aéroflot à Paris. Et pour ses beaux yeux, il se met à craquer tout son argent. Et même un peu plus. Et ça ne plaît pas du tout au papa, qui prend la gamine en grippe. Et puis arrive un événement qui est peut-être à l'origine de la tuerie. C'était pour mon anniversaire. Mon père n'était pas là. J'ai organisé une grande fête à la maison avec mes amis. Et mon père a débarqué sans prévenir. Il était sourd. Il m'a insulté. Il m'a humilié devant tous mes amis. Ok. On comprend que ça l'a vexé. Mais enfin quand même, de là à tuer 6 personnes. Sauf que c'est pas fini. Quelques semaines plus tard, toute la petite famille s'envole pour Moscou pour fêter Noël dans la datcha du papa. Mais Alexis ne supporte pas la séparation avec sa petite amie. Alors il rentre en France sans prévenir son daron. Et après c'est la dégringolade. Il se met à sécher les cours au lycée, il accumule les mauvaises notes. Rien ne va plus entre le père et le fils. On de la raconte la suite de votre récit. Et nous voici la veille du drame. Il est là, le déclencheur. Il disait que j'étais drogué. Il m'a fait mettre nu devant tout le monde pour vérifier si j'avais des piqûres sur le corps. Et après 2 heures du matin, il est venu me réveiller. Il m'a sorti du lit. Il m'a battu à coups de ceinture en me disant qu'il fallait plus que je voie Yona. C'est ça qui m'a mis en colère. Le lendemain, il raconte qu'au moment de se coucher, son père lui a dit « L'horreur ne fait que commencer pour toi. Je vais te réduire à l'état d'une merde. » Et c'est là qu'il a décidé de le tuer. Les autres, les 5 autres, ne seraient donc que des victimes collatérales. Bon, voilà, tout colle. Le mobile, la description des meurtres, elle est quasiment bouclée, cette enquête. Sauf qu'à partir de là, ça se complique. 1 mois après la tuerie, la mère d'Alexis, Raïssa, qui vit en Russie, débarque à Paris. Et naturellement, elle va voir son fils à la prison de Bois d'Arcy. Et il lui dit, à moins que ce soit elle qui le lui suggère, c'est pas moi qui les ai tués, on m'a obligé à avouer. Et c'est là qu'apparaissent les fameux hommes en noir. Mon fils me dit que les hommes en noir sont arrivés. Ils cherchaient dossier rouge. Et c'est eux qui tuaient tout le monde, pas mon fils. Et en partant, ils lui ont dit, on te laisse la vie sauve, mais tu dois t'accuser de crime. C'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Mon fils, il y est pour rien. Et la mère alerte la presse, toujours friande d'un rebondissement. Le magazine L'Express titre « Alexis, un coupable trop parfait ». Et Alexis dit au juge d'instruction « Ces gens-là, vous les retrouverez jamais. Le mafia, les mafias, c'est des fantômes. » La mafia russe. Voilà donc le mot qu'il fallait prononcer pour réchauffer les esprits et pour alimenter les fantasmes. Un groupe de soutien secret, composé de proches et même de journalistes qui défendent désormais l'innocence d'Alexis. Et du coup, c'est une piste que les policiers français sont obligés d'explorer. Et elle n'est pas sans intérêt. Vous aussi, vous allez peut-être douter. Bon alors, je me suis intéressé au profil du père et c'est vrai qu'il y a gratté de ce côté-là. Hein. Donc à la base, c'est un petit fonctionnaire sous le régime soviétique. Et alors le régime tombe et le père se lance dans l'exploitation forestière à travers une société qui s'appelle Interprom, basée au Turkménistan. Tu vois le décor. Donc le père s'en met plein les fouilles et d'après ce que nous a dit son comptable, il avait la mafia sur le dos. Il était tendu, il était inquiet. Le comptable dit même qu'il envisageait de quitter la France pour qu'on puisse pas le retrouver.
Mieux que ça, hein. D'après le comptable, il avait pris toutes les dispositions pour que sa fille Nathalie, tu vois, c'est le petit bébé qu'on a retrouvé vivant, hérite de tout, s'il lui arrivait quelque chose. Donc comme tu le vois, la piste de la mafia, elle n'est pas totalement farfelue, hein. Pas totalement farfelue. Mais quand même, il avait décidé de spoiler le fiston de son héritage. Et ça nous ramène à Alexis. Mais bon, admettons. Les policiers français se retrouvent donc obligés d'explorer la piste de la mafia. Même si honnêtement, cette histoire d'homme en noir qu'ils ont entendue plein de fois les fait plus que douter. Mais bon, la PJ de Versailles demande aux autorités russes l'autorisation d'aller enquêter à Moscou. Ils mettent 2 mois avant de l'obtenir. Et comme on pouvait s'en douter, après 2 semaines sur place, ils rentrent bredouille. La police russe ne les a pas aidés du tout. Chou blanc sur toute la ligne. Et donc, retour à la piste Alexis, qu'en vérité, ils n'ont jamais négligé. Un événement les remet sur la piste de la mafia russe. Depuis la mort du père, qui s'appelait Yevgeny Polevoy, c'est son frère Dimitri qui a pris les rênes de la société Interprom. Ça n'a pas été facile. Il ne connaît rien à ce genre de business. Son métier à lui, c'est médecin. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Au bout, il y a beaucoup d'argent. Sauf que ses associés, et notamment un ancien général du KGB, lui mènent la vie dure. Alors il finit par demander de l'aide à la police russe. Il va le payer très cher. Le 5 décembre 1996, Dimitri Polevoy quitte Moscou en voiture pour aller passer quelques jours en famille en Biélorussie. Il n'arrive jamais à destination. On retrouve son cadavre 2 jours plus tard. Il a été exécuté. 2 balles dans le buffet. Et on apprend le lendemain dans le journal qu'il avait l'intention d'organiser une conférence de presse sur l'assassinat de son frère. Et tout ça relance évidemment la piste du règlement de compte de la mafia dans la tuerie de Louveciennes. Une bonne partie de la presse française se passionne pour cette piste truculente. Mais en attendant, le temps presse. Dans les affaires criminelles qui impliquent des mineurs, l'enquête doit être bouclée en 2 ans maximum. Si on traîne sur cette piste mafieuse, il va falloir libérer Alexis et le laisser filer en Russie, sans doute. Les avocats du gamin sont chauds la braise, mais la juge d'instruction, pas du tout. Écoutez, les Russes font traîner des pieds, monsieur le procureur. On va perdre notre temps et ça ne débouchera sur rien. Je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour impliquer Alexis Polevoy. Je vous rappelle quand même qu'on a trouvé de la poudre sur ses mains. Écoutez, j'ai décidé de clore mon instruction et de demander le renvoi devant la cour d'assises des mineurs. Le procès d'Alexis s'ouvre le 4 mars 1998 devant la cour d'assises des mineurs de Versailles. Certes, il a 19 ans aujourd'hui, mais il en avait 16 au moment des faits. Et qui dit cour d'assises des mineurs, dit procès à huis clos. Pas de public, pas de journalistes. Seuls les proches de l'accusé peuvent assister au débat. Au premier rang, bien sûr, Raïssa, sa mère, qui a fait le voyage depuis Moscou. Pour défendre son fiston, elle a recruté 2 avocats vedettes, maître Henri Leclerc et maître William Bourdon. En toute logique, la défense évoque immédiatement la piste russe. Bon, d'accord, écoutez, maître, restons-en au dossier, hein, et rien qu'au dossier. Mais les avocats de la défense n'ont aucune intention de plier. Mon client n'a pas pu matériellement commettre les 6 meurtres dont on l'accuse.
Il aurait donc tué 6 personnes en quelques secondes, en tirant au total 15 balles, avec 3 armes différentes, sans jamais manquer une seule de ses cibles. Tous les tirs étaient mortels. Pas une balle de perdue. 16 ans. Enfin, ça tient pas debout. Et en plongeant dans le dossier, il tombe sur des contradictions dont il se délecte. Enfin, je fais remarquer à la cour que les médecins légistes ont recensé 15 balles et que sur la scène de crime, on a trouvé 16 douilles. Je pose la question, où est passée la 16e balle? On a fouillé partout, on a même arraché le parquet. On l'a pas trouvée. Et je vous fais observer par ailleurs que le récit d'Alexis lors de ses aveux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris telle arme, j'ai tiré sur mon père et puis cette arme s'est enrayée, alors j'ai pris celle-là et puis j'ai tiré sur Ludmilla. Ce récit, il ne colle pas avec les constatations des experts, notamment les experts en balistique. Et donc on se tourne vers les experts. Et ils pataugent, sec, comme souvent. Le médecin légiste finit même par dire qu'il s'est peut-être trompé, qu'il a peut-être confondu un orifice d'entrée de balle avec un orifice de sortie de balle. Ça fait tâche, et ça sert bien la défense, qui a un autre argument. Donc, Alexis tue ces 6 personnes, il épargne sa petite sœur, et il file à Paris s'envoyer en l'air avec une prostituée en la laissant toute seule dans son berceau. Enfin, ça tient pas debout. Ouais. Enfin, ça ne tient pas debout non plus si c'est un homme en noir qui a tué tout le monde. Pourquoi laisser le bébé au milieu de ce bain de sang pour aller prendre du bon temps, alors que le tueur pouvait revenir et la liquider elle aussi? Mais bon, au bout de 8 jours, admettons que le doute s'est installé. On se dit que tout est possible. On envisage un acquittement. Même si l'avocat général recueille 18 à 20 ans de prison pour le jeune Alexis, soit la peine maximale encourue pour un mineur dans une affaire d'assassinat. Mais les proches d'Alexis sont confiants, très confiants. Certains ont même mis du champagne au frais pour fêter son acquittement. Erreur, malheur. Alexis Polivoy est déclaré coupable des 6 assassinats et condamné à 8 ans de réclusion criminelle. 8 ans, c'est beaucoup moins que 20. Mais ça n'est pas un acquittement. Disons que c'est une cote mal taillée, comme si les jurés avaient été à moitié convaincus de la culpabilité d'Alexis, ou à moitié convaincus de son innocence. Ils ont coupé la poire en 2. Ce qui, en matière de justice, n'est jamais satisfaisant. S'il est coupable pour les 6 meurtres commis de sang-froid, il mérite plus. Et s'il est innocent, il mérite l'acquittement. Cet entre-deux est assez incompréhensible pour les 2 camps. Mais dans son box, Alexis, lui, ne manifeste rien. Il échappe à une longue peine, ça lui va. Il a déjà fait 3 années de prison. Avec les remises de peine, il peut espérer sortir dans 2 ans. De toute façon, à l'époque, il n'y a pas de possibilité d'appel. Alors il pourrait se pourvoir en cassation, mais à quoi bon? Il renonce. Il accepte sa peine et il retourne en détention. Alexis Polivoy, effectivement, n'est pas resté très longtemps en prison. Au moment où il a été condamné à 8 années de réclusion criminelle, il en avait déjà fait 3. Il en fera 2 de plus. Sur les 8 ans, il en fait 5 et il est libéré en juillet 2000. Quand il sort de prison, il a 22 ans. Et il est russe. Logiquement, il doit être expulsé vers la Russie. Mais il obtient de rester en France, la justice ayant considéré qu'un retour en Russie le mettait en danger. On y revient. En danger de quoi? La mafia? Quelle mafia? C'est lui l'assassin. C'est ce qu'a dit la justice française. C'est pas la mafia? Alors quel danger court-il? Dans ce dossier, décidément, on n'y verra jamais totalement clair. En tout cas, depuis qu'il est libre, Alexis n'a jamais parlé à personne, même aux journalistes qui l'ont soutenu, défendu, et même pour certains adulé. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas hérité. Normal, il a été déchu de ses droits pour avoir assassiné son père. C'est sa demi-sœur, Nathalie, le petit bébé retrouvé vivant au milieu du carnage, qui a été désignée comme unique héritière.
Mais en vérité, elle n'a pu récupérer qu'une toute petite partie de la fortune de son père. Le reste, et notamment l'argent placé sur des comptes à l'étranger, a disparu, volatilisé, envolé. On ne saura jamais dans les poches de qui. Tout comme on ne saura jamais qui a cambriolé à 2 reprises la maison de Louveciennes 2 jours après la tuerie. On notera juste que la villa a été fouillée de fond en comble et que le visiteur n'était sans doute pas un cambrioleur ordinaire, puisqu'il n'a pas emporté les bijoux de Ludmilla, qui étaient pourtant d'une grande valeur. Décidément, l'enquête sur la tuerie de Louveciennes laisse un goût d'inachevé. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Alexis, dit de Louveciennes, Alexis Polivoy, qui en février 1995, alors qu'il n'avait que 16 ans, a tué son père et 5 personnes de sa famille à Louveciennes dans les Yvelines, meurtres pour lesquels il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître William Bourdon, qui étiez aux côtés d'Henri Leclerc, l'un des avocats d'Alexis Polivoy. Dites-moi quand même, la famille n'a pas lésiné sur les moyens. 2 avocats vedettes pour défendre le fiston. Écoutez, je sais pas si la famille avait l'obsession d'avoir des avocats vedettes. Elle avait surtout le désir qu'ils soient bien défendus. Elle a marqué sa confiance en Henri, moi, et puis il ne faut pas oublier Olivier Combes, à l'époque jeune avocat au barreau de Versailles. Et voilà, on a fait un trio qui s'est attelé à la tâche avec le maximum de professionnalisme. Parce que tous les deux, Henri Leclerc et vous, William Bourdon, sont labellisés avocats droits de l'homme, avocats grand combat humain. Et ça n'est pas un hasard qu'il vous ait choisi. Je pense que il y avait la perception de la famille que Henri et moi, et je répète Olivier Combes, on était des avocats qu'il fallait pour défendre Alexis. Et bien sûr que la perception qu'ils avaient de nos convictions, de l'attachement qu'on a cessé de partager dans les salles d'audience ou ailleurs, dans le respect des grands principes, parmi lesquels la présomption d'innocence, parmi lesquels le fait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans des preuves qui soient des preuves extrêmement solides. Le tout en ayant souci d'exercer son métier avec humanité, oui, ça a dû participer dans le choix du mandat qui nous a été confié. Je voudrais qu'on parle du verdict. 8 ans, quand l'avocat général réclame 18 à 20 ans. C'est ce qu'on appelle une cote mal taillée. Est-ce que pour vous, elle traduit un doute? Quand on descend l'escalier après ce verdict, je me souviens très bien avec Henri Leclerc, on s'interroge, on voit émerger le buisson de caméra, on est toujours à ce moment-là concentré, on est attendu, quel commentaire faire, et je glisse à Henri, jugement de la Pyrrhus ou jugement de Salomon, d'ailleurs, c'était plutôt le jugement de Salomon. C'est évidemment une décision totalement inédite et qui, d'une certaine façon, est totalement incohérente. Vous l'avez dit, s'il est coupable, il y a 6 personnes qui ont été assassinées, même à l'époque il était mineur, et même si on lui fait bénéficier de circonstances atténuantes du fait de l'excuse minorité, ça ne peut pas expliquer la peine de 8 ans. En même temps, s'il est innocent, il doit être acquitté du tout. Nous, on a mené avec Henri une bagarre judiciaire qui était de convaincre le jury qu'à minima, Alexis devait bénéficier du doute, compte tenu de tous les éléments qui avaient été recueillis pendant l'instruction et tous les éléments recueillis pendant l'instruction d'audience, qu'à tout le moins le doute devait lui bénéficier, ou bien entendu de prendre en compte ses protestations d'innocence. Voilà. Donc évidemment, c'est une transaction. On peut imaginer qu'il y a une forme de transaction pendant les délibérations, une forme de transaction entre la présidente qui ne masquait pas beaucoup, qui aurait eu de la peine à le faire, évidemment sa propre conviction personnelle qu'on avait rapidement identifiée, peut-être d'autres jurés, et puis ceux qui, à l'intérieur de la cour, ont dû être convaincus
de l'innocence d'Alexis, ou à tout le moins du fait qu'il devait bénéficier d'un doute. C'est une entorse absolue au code de procédure pénale. C'est-à-dire que la présidente doit être garant du code. Et le code dit, s'il y a un doute, on acquitte. Non, mais moi, je ne fais pas de mise en cause là. Je dis simplement, la présidente, moi, j'avais perçu, et Henri aussi, sa conviction. Ce n'est pas les premiers, les derniers avocats en France qui devront endurer l'expression par un magistrat de sa conviction, alors même que le verdict n'a pas été rendu. Ça arrive. C'est évidemment contraire à une obligation d'impartialité qui doit infuser toute l'attitude et les propos tenus par un magistrat, que ce soit devant la cour d'assises ou au tribunal correctionnel. Et on a compris avec Henri aussi pendant l'audience qu'on avait marqué un certain nombre de points, qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui avaient été fragilisés, et que l'hypothèse de l'introduction dans la villa d'un tueur qui aurait effacé en même temps les témoins dans un processus extrêmement professionnel avait pris beaucoup de consistance pendant l'instruction, même si le juge d'instruction ne voulait pas en entendre parler. Il y a eu vraiment un antagonisme entre l'hypothèse privilégiée par le juge d'instruction du parquet et celle de la défense. Voilà, l'acquittement nous apparaissait absolument à portée de main, même si on n'était pas dans cette confiance. Alexis avait été très convaincant et on n'était pas persuadé, mais on était confiant dans le fait qu'on allait obtenir l'acquittement. Ce que j'entends, maître William Bourdon, c'est que vous n'étiez pas certain à 100% de l'hypothèse de l'existence d'un meurtre commis par la mafia, mais que vous n'étiez pas non plus totalement convaincu qu'il ait pu tuer, et que donc votre meilleur argument c'était le doute, quoi. Pas la certitude que c'était la mafia. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis en tant qu'avocat, et là-dessus, c'est le devoir de l'avocat de ne pas aussi révéler, y compris 20 ou 30 ans après, ce qu'il a pu entendre dans son intime. Donc moi, je ne révèle rien. Je ne dis pas que j'ai eu un doute sur ceci ou cela. Je dis, je n'avais pas de doute sur le fait que Alexis devait être acquitté. Je n'avais pas de doute sur le fait qu'il devait bénéficier du doute. Je n'avais pas de doute sur le fait qu'il y avait des éléments très convergents en faveur de son innocence. Et c'est ce qui nous a permis, ce qui n'est pas le cas toujours, hein, et c'est ce qui nous a permis aussi, à Henri et à moi, de plaider, je crois, en tous les cas d'assurer cette audience avec la conviction qui est donnée à un avocat quand il a cette conviction que son client est innocent, ou à minima, qu'il a toutes les raisons de penser qu'il a pu l'être. Donc, peu importe ensuite qui, dans le fond de l'intime de l'avocat, se dit avec lui-même, on était porté par cette conviction très forte. Il y a, maître Bourdon, un certain nombre de choses tout de même qui sont très convaincantes de la culpabilité d'Alexis. À commencer par ses aveux spontanés. Et puis l'histoire de la tache de montre. Tout ça, ça se passe dans les premières heures après la découverte des corps. C'est convaincant. Il y a un bout de sa montre